On croyait que la puissance industrielle gagnerait la guerre. Des centaines de bombardiers lourds, alignés sur les pistes glacées du Yorkshire, incarnaient cette certitude. Chaque rivet, chaque moteur, chaque mitrailleuse était le produit d'une machine de production sans précédent, une démonstration de force alliée destinée à écraser le Reich sous un déluge d'acier. Pourtant, cette logique implacable cachait une faille mortelle. La puissance de feu, multipliée à l'échelle industrielle, ne garantissait pas la sécurité. Elle ne faisait que standardiser la mort. Les équipages montaient dans ces forteresses volantes en pensant être les bras armés de la victoire, sans savoir qu'ils étaient les victimes d'un paradoxe que personne au commandement n'osait regarder en face. Leur supériorité numérique était une illusion masquant une vulnérabilité systémique. Cette histoire ne parle pas seulement de courage ou de sacrifice. Elle révèle comment une erreur minuscule, cachée au cœur du système le plus puissant du monde, a pu coûter la vie à des milliers d'hommes. Au terme de ce récit, vous comprendrez le principe caché qui a transformé les défenses de ces bombardiers en un piège mortel. Vous découvrirez comment la foi aveugle dans la procédure et la standardisation est devenue un ennemi plus dangereux que les chasseurs ennemis. C'est l'histoire d'une vérité simple mais invisible, une faille structurelle ignorée par les ingénieurs et les généraux, et comment un seul homme, un sous-officier sans grade ni influence, a dû affronter la logique de sa propre hiérarchie pour corriger une erreur qui n'existait officiellement pas. Nous sommes en 1943, sur la base d'Elvington, une enclave française battue par les vents du nord de l'Angleterre. Le brouillard s'accroche au métal des fuselages, rendant chaque aube grise et incertaine. Pour les hommes du groupe de bombardement numéro 1, c'est un exil fait de discipline britannique et de nostalgie française. La logistique de la Royal Air Force dicte chaque aspect de leur vie, des pièces de rechange aux rations. Cette dépendance crée une pression invisible mais constante. Ils doivent être irréprochables, prouver à leurs alliés que l'honneur de la France combattante est intact. Chaque mission réussie est une victoire politique, mais chaque perte est un échec qui pèse doublement sur les épaules du commandement français, soucieux de ne jamais paraître faible. La vie sur la base est une mécanique implacable, une routine conçue pour nier le chaos de la guerre. Briefing avant l'aube, préparation des appareils dans le froid mordant, décollage en formation serrée, puis les longues heures au-dessus du territoire ennemi. Le retour, pour ceux qui en ont la chance, est suivi du débriefing et des réparations. Le système hérité du Bomber Command vénère un dieu, l'uniformité. Chaque avion doit être une copie conforme du précédent, chaque procédure doit être exécutée à la lettre. L'objectif n'est pas la perfection, mais la prévisibilité à grande échelle. Dans cette équation, l'homme n'est qu'une variable remplaçable. La machine et le protocole, eux, sont sacrés. L'efficacité se mesure en tonnes de bombes, pas en vies humaines. Imaginez l'univers d'un mitrailleur arrière, isolé dans sa tourelle de plexiglas à 7000 mètres d'altitude. Le monde extérieur n'est qu'un ciel d'or glacé, strié par les traceurs ennemis. Le bruit assourdissant des moteurs et le froid intense, atteignant les moins 40 degrés, s'infiltre par la moindre fissure. Son seul lien avec la vie est la crosse de ces mitrailleuses. Au sol, elles sont des merveilles de mécanique, parfaitement calibrées dans la chaleur relative des ateliers. Mais ici, dans les vibrations extrêmes myogèles, elles se comportent différemment. Les canons se contractent, l'huile se fige, la balistique se déforme. C'est une réalité physique brutale que les manuels techniques, rédigés par des ingénieurs dans ce bureau chauffé, ne viennent pas concevoir. L'ennemi véritable n'est pas toujours celui qui tire depuis un autre avion. Parfois, il est invisible, inscrit dans les pages d'un manuel. La force d'opposition est une bureaucratie lointaine et anonyme, la direction technique du Bomber Command. Ses armes sont les protocoles, les circulaires et les gabarits de calibration. Pour elle, la guerre est une science exacte, une affaire de statistiques et de rapports d'essai. L'expérience d'un simple soldat est une anecdote, un bruit de fond statistique face à la rigueur des calculs. Toute critique du matériel est systématiquement classée comme une erreur de l'opérateur. Le système est conçu pour infaillible, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il refuse par principe de reconnaître ses propres failles. Ainsi, la plus grande armada aérienne de l'histoire s'envolait nuit après nuit vers le cœur Magne avec un secret mortel à son bord. Les mitrailleuses Browning, censées être le bouclier des équipages, étaient presque toutes incapables d'atteindre leur cible en conditions réelles de combat. Ce n'était pas un hasard ou une malchance isolée, mais le résultat d'une erreur de calibration fondamentale, reproduite à l'identique sur des milliers d'armes par des armeries réussissant scrupuleusement la procédure défectueuse. La standardisation censée être leur plus grande force était devenue leur plus grande faiblesse, garantissant une inefficacité uniforme. Des centaines d'avions abattus, des milliers de vies perdues, pour une raison qui se cachait à la vue de tous. Au milieu de l'année 1943, la base d'Elvington est une anomalie plantée dans la boue du Yorkshire. C'est un morceau de France exilé, battu par les vents froids et la bruine anglaise. Ici, les hommes du groupe de bombardement numéro 1 vivent sous une double tutelle, la discipline inflexible de la Royal Air Force et le poids de l'honneur de la France combattante. Chaque pièce de rechange, chaque cartouche, chaque ration alimentaire provient de la chaîne logistique britannique. Cette dépendance totale n'est pas seulement matérielle, elle est psychologique. Ils sont des invités, des alliés sous surveillance, contraints à une performance irréprochable pour prouver que leur nation n'a pas capitulé. Le climat glacial n'affecte pas seulement les mécaniques, il ronge le moral, rappelant constamment leur isolement. Le système qui gouverne leur existence est une machine impersonnelle, la doctrine du Bomber Command. Sa logique est brutale et statistique. L'efficacité se mesure en tonnes de bombes larguées sur l'Allemagne, et les pertes humaines sont une variable acceptable dans l'équation de la victoire. La vie quotidienne est un cycle immuable et épuisant. Le briefing dans la pénombre de l'aube, la préparation des appareils dans un froid mordant, le décollage en formation, puis les heures interminables au-dessus du béritoire ennemi. Pour le haut commandement, le seul objectif est de maintenir un taux de disponibilité maximale des bombardiers. Pour les équipages, l'objectif est plus simple, plus viscéral, survivre à la mission du jour, dans l'espoir fragile d'en voir une autre. La pierre angulaire de cette immense machine de guerre est la standardisation. C'est plus qu'un principe, c'est une religion. Chaque bombardier Halifax doit être une copie exacte du précédent.
Chaque mitrailleuse Browning, chaque moteur Rolls-Royce, chaque rivet doit être parfaitement interchangeable. Cette uniformité obsessionnelle est conçue pour simplifier la maintenance et la logistique à une échelle industrielle, permettant de réparer et de renvoyer au combat des milliers d'appareils avec une efficacité redoutable. Dans cette vision, l'homme n'est qu'une autre pièce remplaçable du système. Son ingéniosité, son expérience personnelle, son intuition sont considérés non comme des atouts, mais comme des sources potentielles de chaos. La machine, elle, doit rester prévisible, uniforme et, par conséquent, contrôlable. Cette logique est gravée dans le marbre des règlements. La hiérarchie est une tour d'ivoire, verticale et imperméable. Un sous-officier, comme un sergent-chef armurier, n'a aucune voix officielle pour contester une directive technique venue d'en haut. Toute observation doit remonter lentement la chaîne de commandement, filtrée à chaque échelon. Le document qui régit son travail, le protocole de maintenance standard 43B, est une bible technique incontestable. Il stipule que le calibrage des armes est une tâche centralisée, effectuée au sol par des spécialistes certifiés, avec des outils réglementaires. Il n'y a pas de place pour l'interprétation ou l'adaptation. La procédure est la loi, et la loi est absolue, conçue par des ingénieurs lointains, invisibles et omniscients. Enfreindre cette loi est impensable. Toute modification non autorisée d'un équipement militaire, surtout une arme, n'est pas une simple faute, c'est un crime passible de la cour martiale. Selon l'humeur du commandement, l'acte peut être qualifié d'insubordination, de mise en danger délibérée de l'équipage ou, dans le pire des cas, de sabotage. La doctrine de l'uniformité matérielle est claire. L'optimisation individuelle est une hérésie qui menace la stabilité logistique de toute l'armée de l'air. Pour s'en assurer, chaque vérification avant vol inclut une inspection rigoureuse de l'armement par un officier. L'arme doit être en tout point conforme à la norme. Sortir du rang, c'est risquer sa carrière, sa liberté et peut-être même sa vie. Pourtant, sous la surface rigide des règlements, une culture informelle bouillonne. La râlerie est une institution, un exutoire toléré pour la frustration des hommes du rang. On se plaint de la nourriture, du froid, des officiers, et surtout du matériel. C'est une soupape de sécurité, un rituel qui permet d'évacuer la tension, à une condition tacite, que les plaintes ne se transforment jamais en action. Parler est permis, agir est une trahison. Une méfiance latente sépare également le personnel navigant des techniciens au sol. Les premiers voient les seconds comme des défaitistes s'ils critiquent trop d'équipement. Les seconds voient les premiers comme des privilégiés ignorant des réalités mécaniques. Cette fracture sociale renforce l'isolement de celui qui oserait défier le système. Le véritable pouvoir n'est pas détenu par le commandant français de l'escadrille, ni même par le chef de la base de l'ARF. Il réside dans les bureaux anonymes de la direction technique du Bombarcommande, à des centaines de kilomètres du front. C'est une bureaucratie sans visage dont les armes sont les manuels, les rapports et les calculs. Ces ingénieurs définissent la réalité matérielle de la guerre, en se basant sur des essais en laboratoire et des données statistiques. Pour eux, l'expérience d'un mitrailleur tremblant de froid dans sa tourelle est une anecdote, un bruit de fond sans valeur scientifique. Leur pouvoir est inébranlable, car il est fondé sur une logique qui se prétend objective et infaillible, une science de la guerre inaccessible au commun des mortels. Cet équilibre des forces, bien que mortel, paraît stable. Le système semble solide parce qu'il est impersonnel et omniprésent. Il y a une procédure pour chaque action, un formulaire pour chaque problème. Cette bureaucratisation totale offre un rempart psychologique contre l'horreur et le chaos du combat. La croyance collective est que la victoire viendra de la discipline et du nombre, de la capacité à envoyer plus d'avions que l'ennemi ne peut en abattre. Les pertes, aussi terribles soient-elles, sont intégrées au plan, considérées comme le coût du sang inévitable. L'idée qu'un simple sous-officier puisse corriger une erreur conçue par des centaines d'ingénieurs est non seulement improbable, elle est littéralement impensable dans cette structure mentale. Mais sous cette carapace de rationalité se cache une faille structurelle, une fragilité invisible. Le système tout entier repose sur un présupposé jamais sérieusement testé, qu'une arme calibrée à température ambiante, sur un banc d'essai statique, conservera sa précision à 7000 mètres d'altitude, par moins 40 degrés Celsius, sous les vibrations intenses d'un bombardier et les forces G d'un combat aérien. La foi aveugle dans la standardisation a masqué une vérité terrible. Si la norme de départ est fausse, on ne fait que produire une inefficacité à grande échelle. Il n'existe aucune boucle de rétroaction efficace entre l'utilisateur final et le concepteur. L'information est perdue, déformée, ignorée. Le système est sourd et aveugle à sa propre erreur mortelle. Au cœur de cette machine de guerre se trouve un homme qui ne lui ressemble en rien. Le sergent-chef Jean-Pierre Moreau n'a pas la carrure d'un soldat. C'est un homme mince, aux mains fines et cailleuses, plus à l'aise dans le silence huileux de son atelier que dans le bruit des messes d'officiers. Il se déplace avec une économie de mouvement, ses yeux scrutant constamment les détails que les autres ignorent. Un rivet mal aligné, une fuite d'huile minuscule, une usure anormale sur une culasse de mitrailleuse. Moreau ne parle pas beaucoup. Il observe, démonte, analyse. Son monde n'est pas celui des cartes d'état-major ou des discours patriotiques, mais celui des tolérances mécaniques, des angles balistiques et de la physique implacable du métal soumis au stress. Avant la guerre, Moreau était horloger dans le Jura. Sa vie était rythmée par le tic-tac des échappements et la précision infinitésimale des rouages. Il passait ses journées penché sur son établi, un monoclève vissé à l'œil, à ajuster des pièces si petites qu'elles semblaient n'être que poussière. Cet univers lui a inculqué une religion, celle de la cause à effet. Pour lui, chaque dysfonctionnement a une origine logique, une faille mesurable qu'il suffit de trouver. La guerre l'a arraché à ce monde ordonné pour le plonger dans le chaos, mais il n'a pas changé. Il continue de chercher la logique dans la folie, appliquant la rigueur d'un artisan à la machinerie de la mort, non par idéologie, mais par une sorte d'instinct professionnel. Sa plus grande qualité est aussi son défaut le plus dangereux dans une structure militaire. Il est incapable d'ignorer une imperfection. Son esprit ne peut pas accepter une solution suffisamment bonne.
Pour lui, un problème non résolu est une obsession qui le ronge. Cette intransigeance le met constamment en porte-à-faux avec une hiérarchie qui valorise l'obédience et la rapidité d'exécution plus que la perfection. Il est perçu comme un pinailleur, un esprit chagrin qui complique les choses simples. Son manque de diplomatie et sa tendance à énoncer des vérités techniques sans fioriture le font passer pour arrogant. Il est un rouage parfaitement usiné dans une machine qui exige des pièces standardisées, même si elles sont défectueuses. Le conflit interne de Moreau naît de ce qu'il observe chaque jour au retour des missions. Il ne voit pas seulement des fuselages criblés d'impact, il lit une histoire. Il remarque que les tirs ennemis se concentrent sur les zones que les mitrailleuses arrière sont censées protéger. Il écoute en silence, dans un coin du regard, les débriefings des mitrailleurs survivants. Ils parlent tous de la même chose, des tirs qui arrossent sans toucher, des enrayages inexplicables, le sentiment frustrant de tirer dans le vide. Alors que le commandement classe ces rapports comme des conséquences du stress ou de l'incompétence, Moreau y voit une récurrence, un schéma, une anomalie systémique que tout le monde s'obstine à ignorer. Il tente d'alerter sa hiérarchie, avec la maladresse qui le caractérise. Il aborde son supérieur direct, un jeune lieutenant plus soucieux de remplir ses formulaires pour la RAF que de comprendre la mécanique fine. Moreau lui explique, avec des termes techniques, que la contraction du métal due au froid extrême en altitude doit forcément affecter la convergence des canons. Le lieutenant l'écoute à Peul, balayant ses craintes d'un geste là. Moreau, nous suivons les protocoles britanniques, ce sont les meilleurs du monde. Si vos hommes se plaignent, dites-leur de mieux viser. Contentez-vous de suivre le manuel 43B et assurez-vous que les armes sont déclarées opérationnelles pour le prochain vol. C'est un mur de procédure. Cette fin de non-recevoir ne fait qu'alimenter son obsession. La nuit, dans son baraquement glacial, il ne dort pas. Il revoit les visages des jeunes mitrailleurs qu'il a vus partir et qui ne sont jamais revenus. Il se sent complice. Chaque mitrailleuse qu'il calibre en suivant ce protocole qu'il sait maintenant intuitivement faux est une potentielle condamnation à mort. Son devoir de soldat lui ordonne d'obéir et de se taire. Sa conscience d'artisan, son éthique la plus profonde, lui hurle que laisser faire est un crime. Ce n'est plus un simple problème technique, c'est un dilemme moral insoutenable. Il est seul, avec une vérité que personne ne veut entendre et un fardeau qui l'écrase. Poussé par ce conflit, il décide d'agir en secret. Il transgresse la règle la plus sacrée. Ne jamais modifier ou tester un équipement en dehors des procédures autorisées. Dans un recoin abandonné de l'atelier, à l'abri des regards, il utilise son ingéniosité d'horloger pour recréer l'impossible. Avec de la glace carbonique subtilisée à l'infirmerie, il fabrique une boîte réfrigérée pour simuler le froid mordant de l'altitude. Il monte une mitrailleuse Browning sur un bâti de sa conception, reliée par une courroie à un petit moteur de service pour imiter les vibrations du fuselage. Il ne s'agit pas d'un banc d'essai réglementaire, mais d'une expérience née du désespoir, un acte de pure insubordination scientifique. Le résultat de son expérience est pire que tout ce qu'il avait imaginé. Il calibre l'arme selon le protocole 43B, à température ambiante, jusqu'à obtenir une précision parfaite. Puis, il la soumet au froid et aux vibrations. Le verdict est sans appel. Au bout de quelques minutes, la convergence des 4 canons se dérègle de manière catastrophique. Les balles ne se croisent plus au point de visée, mais plusieurs mètres en dessous. En condition de combat, un mitrailleur pourrait vider ses chargeurs sans jamais avoir la moindre chance de toucher un chasseur ennemi qui l'attaque par l'arrière. La vérité est là, brutale et mesurable. Le protocole n'est pas seulement imparfait, c'est un piège, et il est le seul à le savoir. La nuit suivante, un bombardier Halifax revient seul, déchiqueté. Le V pour Victor se traîne jusqu'à la piste, un moteur en feu, son fuselage ressemblant à une passoire. L'équipage sort, hagard, mais il manque un homme. Le mitrailleur arrière, un jeune de 20 ans nommé Luc, que Moreau avait pris sous son aile, est retrouvé affalé dans sa tourelle, tué par un obus de chasseur. En inspectant les dégâts, Moreau remarque une chose terrible. Les impacts des tirs de Luc sur la queue de l'avion, témoin de sa dernière défense désespérée, son groupe est bien en dessous de l'endroit où le chasseur ennemi aurait dû se trouver. La vérité n'est plus théorique, elle est peinte avec le sang d'un ami. Le lendemain matin, le visage fermé par la colère et le chagrin, Moreau outrepasse la procédure. Il ne demande pas d'audience. Il attend son supérieur, le lieutenant, à la sortie du mess. Dans ses mains, il ne tient pas un rapport, mais les photos qu'il a prises des impacts sur l'empennage du Halifax. Il lui montre la divergence flagrante entre la visée et le résultat. Ce n'est pas du stress, mon lieutenant. Ce n'est pas une erreur de visée. Le protocole nous fait calibrer des armes qui tirent dans le vide. Luc est mort parce que son arme était un mensonge. Ces mots sont durs, accusateurs. Une rupture totale avec la déférence habituelle. C'est un acte d'insubordination manifeste. La réaction du lieutenant est glaciale, défensive. Il est pris entre la vérité technique évidente que Moreau lui présente et la pression écrasante de la hiérarchie de la RAR. Admettre une faille dans le protocole britannique serait un aveu de faiblesse inacceptable pour le commandement français. Il déchire presque les photos. Votre chagrin vous égare, sergent-chef. La guerre est sale. Des hommes meurent. Cessez de répandre ces histoires qui s'appelaient morales. C'est un avertissement formel. Le prochain rapport sur votre attitude sera transmis au commandement. Retournez à votre atelier et faites votre travail. Le mur n'est plus seulement procédural. Il est devenu hostile. Le système ne se contente plus d'ignorer le problème. Il menace celui qui le dénonce. Écœuré mais pas brisé, Moreau tente un autre approche, plus risqué encore. Il sait qu'il doit trouver un allié au sein du personnel navigant. Quelqu'un dont la parole aura plus de voix que la scène. Il choisit le capitaine Dubois, un pilote vétéran, respecté pour son courage mais connu pour son cynisme. Il l'intercepte près des hangars, et à voix basse, lui expose ses découvertes, schéma à l'appui. Il lui parle de son expérience, des calculs, de la contraction du métal. Il le supplie de porter sa voix au commandement. Il espère que la solidarité entre combattants l'emportera sur la rigidité des règlements. C'est son dernier espoir de résoudre la crise par la voie officielle.
Dubois l'écoute attentivement, sans l'interrompre, son regard passant des schémas au visage intense de Moreau. Puis, il secoue la tête, non par incrédulité, mais par une sorte de résignation lasse. Je vous crois, Moreau. Chaque pilote ici sait que nos artilleurs arrière sont des cibles faciles. Mais vous ne comprenez pas la politique. Si je remonte ça, le commandement français sera humilié. L'ARF nous dira que nos hommes ne servent à se battre et nous retirera peut-être nos avions. Nous sommes des invités ici, pas des critiques. Votre combat est juste, mais il est perdu d'avance. L'isolement de Moreau est désormais total. Même ceux qui savent se taisent, prisonniers d'un système plus grand et plus effrayant que l'ennemi. L'incident déclencheur prend une dimension encore plus dramatique lorsque le tableau d'affichage annonce la prochaine mission. Ce n'est pas une sortie de routine, c'est un raid massif sur les usines de roulement à billes de Schweinfurt, un objectif au cœur du Reich, protégé par des centaines de chasseurs de nuit et la plus dense concentration de DCA d'Europe. C'est une mission suicide. Pour le Bomber Command, c'est un coup stratégique majeur. Pour Moreau, en regardant la liste des équipages affichés, c'est une liste de condamnés à mort. Il connaît chaque nom sur cette liste. Il a calibré personnellement les armes qui sont censées les protéger. Le temps n'est plus un allié. Chaque heure qui passe le rapproche de sa complicité passive dans un massacre annoncé. Cette nuit-là, l'atelier de Moreau devient une cellule de prison. Il est tenté par le dilemme qui le déchire. Obéir, c'est envoyer des dizaines d'hommes à une mort quasi certaine. C'est trahir leur confiance et sa propre conscience. Désobéir ouvertement, c'est la cour martiale, le déshonneur, et aucune garantie de changer quoi que ce soit. Il revoit le visage de Luc, puis celui de tous les autres mitrailleurs, jeunes, confiants, qui viendront demain matin récupérer leurs armes certifiées conformes. Le manuel 43B est posé sur son établi, un objet anodin qui incarne toute la folie meurtrière d'une bureaucratie aveugle. Il sent le poids de chaque vie sur ses épaules. L'Orvogé en lui cherche une solution mécanique, mais le soldat sait que le problème est humain. Une première idée, née du désespoir, germe dans son esprit. Il pourrait, durant la nuit, modifier secrètement chaque tourelle. Il connaît maintenant le différentiel exact à appliquer pour compenser les effets du froid. Il pourrait créer ses propres gabarits et récalibrer toutes les armes selon sa méthode. Ce serait un acte de sabotage silencieux et salvateur, mais il réalise vite la faille de son plan. Le matin, avant le décollage, un officier armurier effectue une dernière inspection avec les outils réglementaires. Il verrait immédiatement que les réglages ne sont pas conformes au protocole. Moreau serait arrêté sur le champ et les armes seraient corrigées avant le décollage, anéantissant son effort et le condamnant sans retour. Une seconde option, plus sombre, traverse sa pensée. Un sabotage destructeur. Il pourrait endommager une pièce essentielle mais discrète dans chaque mécanisme de tourelle, les rendant toutes inopérantes. Les pannes seraient découvertes lors des vérifications finales, clouant au sol toute l'escadrille. Les vies seraient sauvées pour cette mission, mais à quel prix? L'enquête qui suivrait serait implacable. On le découvrirait. Sabotage en temps de guerre. L'accusation serait la trahison, la peine, le peloton d'exécution. De plus, il ne pouvait écarter le risque qu'une de ces manipulations crée un dysfonctionnement en vol, provoquant un incendie ou un blocage fatal. Il ne pouvait pas remplacer un piège par un autre. Il ne serait pas un saboteur. Alors que les premières lueurs de l'aube filtrent à travers les vitres sales de l'atelier, Moreau est à bout. Toutes les issues logiques sont fermées. Il ne peut ni convaincre, ni contourner, ni détruire le système. Il est pris au piège. Le bruit des moteurs que l'on commence à chauffer sur le tarmac lui parvient comme un compte à rebours funèbre. C'est à cet instant de défaite totale qu'une nouvelle clarté s'impose à lui. S'il ne peut pas changer les armes en secret, il devra forcer le système à voir la vérité en public. Il ne s'agira plus de désobéir, mais de créer une situation si visible, si incontestable, qu'elle obligera la hiérarchie à réagir. Ce sera un acte de défiance ultime, un sacrifice calculé. Le bruit des moteurs que l'on commence à chauffer sur le tarmac lui parvient comme un compte à rebours funèbre. Dans la solitude glaciaire de son atelier, Jean-Pierre Moreau est un homme brisé. Son identité d'artisan, fondée sur la logique et la précision, se heurte de plein fouet à son devoir de soldat, qui exige une obéissance aveugle. Le manuel 43B, posé sur son établi, n'est plus un simple document technique. C'est un pacte avec la mort qu'on le force à signer au nom de dizaines d'hommes. Chaque page est une insulte à son intelligence, chaque diagramme un mensonge. Il est l'horloger qui voit le défaut fatal dans la grande mécanique de la guerre, un rouage défectueux que personne ne veut admettre. Obéir, c'est se renier, désobéir, c'est se perdre. La première impulsion est celle de l'artisan, corriger l'erreur en secret. Il pourrait passer la nuit à récalibrer chaque tourelle, appliquant la compensation qu'il a calculée. Il a les outils, la connaissance, la détermination. Mais son esprit logique, ce même esprit qui a découvert la faille, en voit toute inutilité. Au matin, l'officier armurier britannique effectuera l'inspection finale avec les gabarits réglementaires. Il constatera que les réglages ne sont pas conformes au protocole, les corrigera pour les rendre à la norme défectueuse, et signalera Moreau pour insubordination. Son sacrifice nocturne n'aurait servi à rien, sinon à le conduire directement devant la cour martiale. Le système est conçu pour annuler toute initiative individuelle. La furtivité est une impasse. Une pensée plus sombre, plus violente le traverse alors. Le sabotage. Il pourrait discrètement endommager une pièce maîtresse dans chaque tourelle, les rendant toutes inopérantes. Les pannes seraient découvertes lors des vérifications, clouant au sol toute l'escadrille pour la mission sur Schweinfurt. Les vies seraient sauvées, pour cette fois. Mais il rejette cette idée avec horreur. Ce serait un acte de destruction, l'antithèse de sa nature. Il est celui qui répare, qui ajuste, qui donne vie à la mécanique. De plus, la sanction pour sabotage en temps de guerre est le peloton d'exécution. Il ne serait pas un sauveur, mais un traître, et sa mort ne changerait rien à la procédure pour les missions suivantes. Il ne peut pas détruire pour sauver. Alors que les premières lueurs de l'aube filtrent à travers les vitres sales de l'atelier, une forme de clarté naît de son désespoir. Il a tout essayé.
La voie hiérarchique, la persuasion, les options clandestines, le système a repoussé chacune de ces tentatives. Il comprend alors que le problème n'est pas technique, mais humain. Ce n'est pas la machine qu'il faut changer, mais la perception des hommes qui la commandent. Le système est aveugle parce qu'il refuse de voir. La solution n'est donc pas de se cacher, mais de s'exposer. Il ne doit pas corriger la faille en secret, il doit la révéler en public, de manière si spectaculaire que personne, pas même le commandement, ne pourra plus l'ignorer. La décision clé s'impose à lui, contre-intuitive et terriblement risquée. Il n'agira pas cette nuit, mais en plein jour. Il n'utilisera pas les outils réglementaires, mais son propre banc d'essai improvisé. Il ne modifiera pas les armes en silence, il démontrera leur inefficacité devant tout le monde, sur le tarmac quelques minutes avant le décollage. Il transformera l'inspection de routine, ce rituel de contrôle du système, en une tribune pour sa rébellion. Il ne donnera pas aux équipages des armes fonctionnelles, il leur prouvera que les armes qu'on leur donne sont un piège. C'est un pari insensé, il ne sauve pas la mission, il la met en péril, forçant la main de la hiérarchie devant témoin. Le changement est immédiat. L'angoisse cède la place à une résolution froide. Moreau se lève, laissant le manuel 43B sur son établi comme une relique d'une fois révolue. Il sort de son atelier, non plus comme un sous-officier effacé, mais comme un homme en mission. Il ne se cache pas. Il saisit son banc d'essai de fortune, la boîte réfrigérée et le moteur vibrant, et marche délibérément vers le tarmac. Les mécaniciens qui s'affairent autour des bombardiers le regardent passer, intrigués par son équipement étrange. Chaque pas qu'il fait sur le béton froid est un acte d'insubordination calculé. Il ne demande plus la permission, il ne cherche plus à convaincre, il va imposer la vérité par la force de la démonstration. Il s'arrête devant le premier halifax de la formation, celui du capitaine Dubois. Les hélices commencent à tourner dans un vrombissement qui secoue l'air matinal. Ignorant l'armerie officielle qui effectue ses dernières vérifications, Moreau commence à installer son dispositif sous la tourelle arrière de l'avion. Il travaille avec une précision calme et méthodique, indifférente au regard stupéfait qui converge vers lui. Son lieutenant l'aperçoit de loin, son visage se figeant dans l'incompréhension puis la fureur. Le piège de Moreau n'est pas pour l'ennemi, il est pour sa propre chaîne de commandement. La confrontation est désormais inévitable, publique et sans retour possible. Le point de non-retour est franchi. Le lieutenant se précipite vers Moreau, le visage déformé par la fureur. Il hurle des menaces de cour martiale, ordonnant à l'armurier de cesser immédiatement cette mascarade. L'air vibre non seulement du son des moteurs qui s'échauffent, mais aussi d'une tension palpable qui fiche tous les gestes alentour. Ignorant les vociférations, Moreau continue son travail avec une précision d'horloger. Il fixe la mitrailleuse Browning du halifax du capitaine Dubois sur son bâti défense une. Les mécaniciens au sol s'interrompent, les équipages se penchent au hublot. La routine sacrée du décollage est brisée. Un cercle de curieux se forme, attiré par cet acte de défiance insensé face à l'ordre immuable de la base. Moreau, c'est votre dernier avertissement, crie le lieutenant, sa voix se perdant dans le bruit ambiant. Pour toute réponse, Moreau active son dispositif. Un nuage de vapeur blanche échappe de la glace carbonique, recouvrant instantanément l'acculage de l'arme d'une couche de givre. Le petit moteur entre en action, secouant le chitier de vibration régulière. À cet instant précis, le capitaine Dubois depuis son cockpit coupe les moteurs de son halifax. Ce geste, lourd de sens, provoque une réaction en chaîne. Les autres pilotes limitent. N'y veut pas comme ces sourdissantes hélices, dictées rempla par un seul choquant. Moreau a désormais l'attention de tous les hommes qui s'apprêtaient à mourir pour une erreur de calcul. Il a installé une plaque de blindage à la distance de convergence spécifiée par le manuel. Il presse la détente. La quadrant de carnation déchire le silence du tarmac. 4 lignes de lumière traceuses fondent l'air brumeux du matin. Mais au lieu de frapper la cible, les balles s'écrasent plusieurs mètres en bœuf, arrachant des clairs de béton dans un nuage de poussière grise. La démonstration est brutale, visuelle, sans appel. Un frisson parcourt les rangs des équipages descendus de leurs appareils. Ils ne voient pas seulement des tirs manqués. Ils voient le spectre de leurs camarades disparus, la cause de leur impuissance, la vérité de leur vulnérabilité, gravée dans le sol sous leurs yeux. Le lieutenant reste figé, son autorité pulvérisée par la preuve matérielle. Il n'y a plus rien à nier, plus personne à menacer. Les mitrailleurs s'approchent, le visage fermé, passant de l'incrédulité à une rage froide et silencieuse. Ils touchent du doigt les cicatrices dans le béton, comprenant qu'ils ont été envoyés au massacre avec des armes conçues pour tirer sur des fantômes. Le capitaine Dubois descend lentement de son cockpit et vient se poster aux côtés de Moreau, sans dire un mot. Ce geste est un acte de ralliement, une prise de position plus puissante que n'importe quel discours. La mutinerie n'est plus une menace, c'est un fait accompli. La hiérarchie a perdu le contrôle parce qu'elle a trahi la confiance de ses hommes. Alerté par le silence anormal des moteurs, le commandant de l'escadrille française et le chef de la base de la RAF arrivent en courant. Leurs visages sont des masques de fureur face à cette rupture inouïe du protocole. Ils découvrent une scène de sédition. Moreau, debout près de son engin, les équipages regroupés et défiants, et le sol marqué par les stigmates de l'échec du système. « Sergent-chef, que signifie ce cirque » tonne le commandant français. Moreau ne répond pas, il se contente de recharger l'arme, d'activer à nouveau le système de refroidissement et de tirer une seconde rafale. Le résultat est identique. La vérité n'a pas besoin d'avocat, elle est sa propre démonstration. Le silence qui suit est plus lourd que le bruit des bombardiers. Le chef de la base britannique, un homme d'expérience, s'avance. Il ignore Moreau, ignore les officiers français et ne s'intéresse qu'aux faits. Il s'accroupit, examine les impacts sur le sol, puis se relève. Son regard se pose sur le commandant français et il secoue lentement la tête. Dans ce simple geste, toute la certitude bureaucratique du Bomber Command s'effondre. Il n'y a plus de manuel, plus de doctrine, seulement la réalité d'une erreur fondamentale qui a coûté des milliers de vies. Le commandant français, livide, réalise qu'il est piégé. Punir Moreau, c'est envoyer ses hommes à la mort. Le soutenir, c'est admettre une faille systémique et provoquer une crise sans précédent. Annuler la mission pour cette escadrille, ordonne l'officier de la RAF à son aide-de-camp. Puis, se tournant vers le commandant français, il ajoute à voix basse « Votre homme a raison, mais l'insubordination doit être sanctionnée. »
2 policiers militaires s'avancent vers Moreau. Ils sont calmes, presque déférents. Moreau ne montre aucune résistance. Il a gagné. Il a sauvé des vies. Alors qu'il lui passe les menottes, son regard croise celui du capitaine Dubois. Il n'y a aucune trace de triomphe sur son visage, seulement la fatigue et le poids du sacrifice. Il a payé le prix de la vérité. Sa victoire est la perte de sa liberté, de son honneur militaire, de tout ce qu'il était. Alors que Moreau est emmené, un événement inattendu se produit. Les équipages, qui observaient la scène en silence, se tournent comme un seul homme vers leur commandant. Le capitaine Dubois fait un pas en avant, sa voix claire et ferme. « Nous ne volerons pas, mon commandant, aucun d'entre nous, pas avant que chaque mitrailleuse de cette base soit vérifiée et recalibrée selon la méthode du sergent-chef Moreau. Ce n'est pas une requête, c'est une condition. La rébellion solitaire de l'armurier est devenue la position collective de tous les combattants. Le commandant, vaincu, ne peut qu'acquiescer. L'autorité a changé de camp, elle n'appartient plus au grade, mais à la compétence. La scène finale est une image de silence et d'immobilité. Les puissants bombardiers Halifax, conçus pour railler des villes de la carte, sont cloués au sol, neutralisés par une vérité physique élémentaire. Le tarmac, habituellement un lieu de routine frénétique, est devenu le mémorial d'un système brisé. Les équipages regagnent leur baraquement, non pas avec la joie de ceux qui ont échappé à la mort, mais avec la solennité de ceux qui ont été forcés de regarder la faillite de leur chef. Moreau, s'éloignant entre ses gardes, incarne le paradoxe ultime, un prisonnier qui, par son sacrifice, vient de libérer tous les autres de l'illusion qui les tuait. Le sort du sergent-chef Moreau fut d'abord traité comme une simple affaire disciplinaire. Enfermé, il attendait une cour martiale pour insubordination flagrante. Mais sur le tarmac, son acte de défiance avait déclenché une réaction chaîne irréversible. La mutinerie silencieuse des équipages força le commandement de la RAF à lancer une enquête technique urgente. Le banc d'essai improvisé de Moreau fut examiné, puis reproduit dans les laboratoires du ministère de l'Air. Les résultats, obtenus cette fois avec des instruments de haute précision, confirmaient ses conclusions avec une exactitude terrifiante. Ce qui avait été perçu comme la folie d'un homme seul fut soudainement réinterprété comme le diagnostic lucide d'une maladie systémique. La question n'était plus de savoir s'il fallait punir le messager, mais comment survivre au message qu'il avait délivré. L'impact structurel fut immédiat et sismique. Le protocole de maintenance standard 43B fut suspendu dans l'heure qui suivit la confirmation des tests. Un bulletin technique top secret fut envoyé à toutes les bases du Bomber Command, de l'Écosse à la Méditerranée. La découverte d'Elvington n'était pas un cas isolé. Elle révélait une faille fondamentale qui affectait des milliers de bombardiers. Des équipes d'ingénieurs furent dépêchées pour mettre en œuvre une nouvelle procédure de calibrage, baptisée « correction en conditions opérationnelles », une copie presque conforme de la méthode de Moreau. La bureaucratie, si rigide et si lente, fit preuve d'une agilité née de la panique. La certitude aveugle qui avait coûté des milliers de vies venait d'être pulvérisée par un seul homme armé de glace carbonique et d'une éthique d'artisan. La cour martiale de Jean-Pierre Moreau eut bien lieu, mais à huis clos. Il fut reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation. Insubordination, mise en danger d'une mission de guerre, modification non autorisée d'équipements militaires. La loi devait être respectée pour que l'édifice de la discipline ne s'effondre pas. Cependant, la sentence fut un paradoxe. Il fut condamné à une peine symbolique, une dégradation et quelques semaines d'arrêt, immédiatement commué pour service exceptionnel rendu. Son nom fut effacé du rapport officiel de l'incident, classé secret défense. Le système l'avait puni pour avoir brisé ses règles, tout en le remerciant secrètement de l'avoir sauvé de sa propre faillite. Il était à la fois un criminel pour la forme et un héros pour le fond, une anomalie que la logique militaire ne pouvait ni absorber ni rejeter. À la lumière de ces événements, l'image d'ouverture de l'histoire prend un sens nouveau et tragique. Ces centaines de bombardiers alignés sur les pistes du Yorkshire n'étaient plus des symboles de puissance industrielle, mais des monuments à une vulnérabilité collective. Leur force apparente masquait une fragilité mortelle, non pas face à l'ennemi, mais face à leur propre doctrine. Chaque avion qui décollait était une multiplication à grande échelle d'une seule erreur fondamentale, une standardisation de l'échec. Les équipages perdus n'étaient pas seulement les victimes du feu de la Flak ou des chasseurs de la Luftwaffe, ils étaient avant tout les victimes d'un système qui, dans sa quête obsessionnelle de l'uniformité, avait rendu sa propre cécité uniforme et sa propre inefficacité prévisible. Après la guerre, l'héritage de Moreau perdura de manière anonyme. La correction Moreau, comme la surnommaient les armuriers qui en connaissaient l'origine, devint une procédure standard dans le développement de tous les systèmes d'armes aéroportées. Son acte de défiance avait forcé une révolution silencieuse dans la culture de l'ingénierie militaire. L'établissement de boucles de rétroaction directe entre les utilisateurs sur le terrain et les concepteurs. Moreau, lui, retournait à son établi d'horloger dans le Jura. Il ne demandait jamais rien, ne reçut aucune médaille. Sa récompense fut le silence des vies qu'il avait sauvées, la satisfaction intime d'un artisan qui avait trouvé et corrigé le défaut fatal dans la plus grande et la plus meurtrière des horloges. L'histoire du sergent-chef Moreau nous révèle une thèse universelle. La plus grande menace pour un système complexe n'est jamais son adversaire externe, mais sa propre certitude interne. Lorsqu'une organisation, qu'elle soit militaire, administrative ou entrepreneuriale, s'y rigidifie au point de valoriser ses procédures plus que ses résultats, elle organise sa propre cécité. Elle confond l'obéissance avec l'efficacité et le silence avec la stabilité. Le progrès, et souvent la survie, ne vient alors pas du renforcement des règles, mais du courage d'un individu qui ose confronter la réalité, même lorsqu'elle contredit la vérité officielle. C'est l'élément humain, la faille dans la perfection apparente de la machine, qui détient le pouvoir ultime de la sauver d'elle-même.